Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts, en partenariat avec Active, présentée par Paul. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour le 202e numéro du Saint-Étienne Night Club. Il y a des statistiques qui tiennent parfois jusqu'à ce qu'elles tombent à Geoffroy Guichard. Bastien n'avait marqué que 6 buts depuis le début de la saison et aucun à l'extérieur. Eh bien c'est chose faite, 2 buts chez nous en une soirée, comme quoi le Chaudron reste un milieu d'accueil très hospitalier. Résultat, match nul 2-2, dans une rencontre pourtant largement dominée par les Verts, face à des Bastiais valeureux, mais surtout porté par un énorme Johnny Placide. La SSE n'a jamais vraiment réussi à faire la différence. Heureusement, Zuriko Davitashvili, encore lui, a permis aux Stéphanois de rester à flot avec un doublé. Sans leur COP Nord, mais devant un COP Sud encore très inspiré, contrairement à son équipe, les Verts ont monopolisé le ballon, mais ont échoué. Ce pénalty manqué en fin de match est finalement bien à l'image de cette rencontre, avec une équipe stéphanoise qui semblait être aussi forte que la frappe de Florian Tardieu. Un partage des points frustrant, tant la physionomie semblait pencher d'un seul côté. Ce soir, on va revenir sur ce match nul, sur les enseignements en tirés, et pour cela, je suis accompagné de Pierre. Bonsoir Pierre, comment vas-tu ? Salut, ça va? J'espère que vous allez tous bien également et ravi de débriefer une heure avec vous tous. Ravi d'être avec toi également, même si c'est pas le résultat que l'on attendait bien sûr. Et puis, je vais t'appeler peut-être le chat noir, mais Valentin, je crois que je suis pas mieux que toi depuis le début de la saison. Donc, je vais peut-être pas trop me le permettre finalement. Bonsoir Valentin, comment tu vas ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bah, effectivement, comme dirait le dicton, jamais 203. J'ai participé à l'émission après 2 défaites. Bon, là, c'est quand même un peu plus encourageant. C'est un match nul. Non, blague à part, très content, mais toujours un peu malheureux à cause de la SSE. Mais on va essayer de débriefer ça dans le calme et la lucidité la plus totale. Ouais, on va essayer de trouver quand même quelques petits éléments positifs. On vous attend également dans le chat. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer et justement pour faire remonter les messages que vous allez poster ce soir. Gabriel de Peuple Vert. Bonsoir Gabriel, comment vas-tu ? Salut Paul, salut Pierre, salut Valentin, salut à tous ceux qui vont nous écouter en direct ou en podcast. Bah, écoute, ça va très bien. Les fêtes approchent, donc on va retenir plutôt ça et puis essayer de laisser un peu la SSE au second plan pendant 2 semaines là, même s'il y a la Coupe de France ce week-end, mais je pense que ça fera pas de mal de penser à autre chose un peu. Ouais, c'est vrai, ça fera peut-être pas de mal de penser à autre chose. Ça va peut-être être l'occasion, cette émission, de se vider la tête, de se dire les choses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire parce qu'il y a un programme qui est chargé. Entre le débrief du match, on va ouvrir un dossier également sur Eric Orneland parce que forcément, ça parle beaucoup du coach stéphanois ces dernières heures. Et puis, on va parler aussi du prochain match parce qu'il reste un match dans cette année 2025. Et ce sera contre Nice, une équipe en crise qui a enchaîné avec une 9e défaite consécutive. Et ce sera donc en Coupe de France à l'Alliance Riviera. Bon, je vous propose de commencer sans plus attendre le débrief de cette rencontre. Saint-Étienne Night Club, le débrief. Bon, les gars, on accueillait Bastia qui est donc dernier de ce championnat de Ligue 2. Est-ce qu'on peut dire que l'AS Saint-Étienne a perdu aujourd'hui 2 points contre Bastia ? Quel est ton sentiment, Valentin ? Bah, très clairement, j'ai envie de dire que c'était un peu Noël avant l'heure. La Corse a reçu ses cadeaux 10 jours avant. Parce que ouais, clairement, en fait, c'est un peu comme depuis le début de saison. Saint-Étienne fait des cadeaux à tout le monde. Là, je parle de Bastia, mais d'un point de vue général, on a fait des cadeaux à plein d'équipes, si ce n'est la moitié des équipes de Ligue 2 qu'on a affrontées. Mais encore une fois, frustrant. Même là, j'ai envie de dire inquiet. Inquiet parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette équipe, elle patauge de semaine en semaine. Elle ne progresse pas. Et ouais, en fait, c'est le bon samaritain qui donne des points aux équipes les plus faibles de ce championnat. Et quand on regarde la physionomie du match, à aucun moment, je n'ai esquissé un sourire devant la rencontre. J'ai soupiré tout du long. J'ai eu de l'espoir, peut-être un peu trop du coup, à la 88e minute. Mais bon, Saint-Étienne n'arrive jamais à saisir sa chance. Et effectivement, c'est encore 2 points de perdus, j'ai envie de dire. Et là, c'était assez grossier, quoi. Ouais, c'est vrai que les matchs se suivent et ont l'air de se ressembler. On voyait qu'on dominait vraiment cette équipe bastiaise en début de match. Et je pense qu'on était nombreux à se dire que ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre. Malheureusement, ça n'a pas manqué.
tu es un petit peu inquiet et c'est l'image de beaucoup de supporters stéphanois en ce moment, hein, c'est le sentiment de beaucoup de supporters, pardon, parce que la saison avance, on est à la mi-saison désormais. De ton côté, Pierre, tu le ressens de la même façon, tu es frustré, tu es inquiet après cette nouvelle désillusion? Ouais, c'est un mélange de tout ça. Premièrement, c'est du dégoût parce qu'on a la chance de jouer Bastia, qui est bon dernier de la Ligue 2, avec 7 ou 8 points de retard sur l'avant-dernier. C'est une équipe voilà, qui s'est pas placée une attaque. Je suis dur avec eux, hein, mais c'est factuel. Donc, jouer cette équipe à la maison avant Noël, c'est cadeau, normalement. C'est 3 points. 3 points qui nous auraient permis de rester dans le top 2, donc dans les objectifs à Noël. Voilà, il faut pas tergiverser, il faut prendre les 3 points contre Bastia si on veut espérer quelque chose. Et non, on, on est défaillant directement. Et oui, oui, donc c'est un mélange de dégoût, de frustration, tout ce que vous voulez, de colère et forcément, oui, forcément d'inquiétude. Parce que quand on n'est pas capable de dominer le dernier à la maison au niveau du score, bah oui, on peut être inquiet pour la suite parce que les autres reviennent derrière, on en parlera plus tard. Mais oui, oui, c'est très inquiétant et sans remise en question sérieuse, j'ai peur pour la suite. Ouais, ouais, c'est vrai que derrière c'est très serré, on y reviendra après, mais quand on regarde entre Saint-Étienne deuxième et Dunkerque sixième, il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Vraiment, c'est très serré, il ne faut plus trop perdre de points. Et avant d'aller plus en profondeur dans ce débrief, Gabriel, je vois déjà qu'il y a pas mal de messages dans le chat. Quel est le sentiment des auditeurs après cette rencontre? Il y a déjà pas mal de retours. Bah, évidemment, sans grande surprise, nos auditeurs sont assez frustrés, énervés de ce match nul. Sur Twitch, les premiers messages, on a Céline qui nous dit ça fait vraiment mal au cœur, on ne gagne jamais les matchs faciles. On a Tala08 qui nous dit le penalty, qui lui retient le penalty loupé et le manque de finition. ASSE 7100 qui nous dit que comme d'habitude, rien de nouveau, la routine, on est nul. On a ressorti la stat tout à l'heure, mais on a Guise Beaujolais sur YouTube qui nous dit Bastien n'avait jamais marqué un seul but à l'extérieur et il trouve que Bernard a fait le Père Noël justement à l'approche des fêtes. On a El Cato qui nous dit on a perdu 2 points, les problèmes ne sont jamais réglés dans ce club, défense et milieu indigent. On a Pascal qui nous dit en gagnant 2 ou 3-0, on aurait pu passer provisoirement devant 3. C'est inadmissible de perdre 2 points face à un tel adversaire. Et sinon, il y a un message un petit peu plus positif de Foulk63 qui a bien aimé le match de Ben Hall dans le latéral gauche. Je pense qu'on y reviendra. Mhm. Et, Ouais. et il cite en revanche la défaillance de certains cadres. Il a parlé de Nadé, de Tardieu pour son pénalty raté. Et on a aussi sur YouTube l'absence de Lamba qui revient de plus en plus, notamment Malik là, qui nous dit que son absence fait très très mal depuis sa blessure. La défense est à la rue. Donc voilà globalement. Et puis bah, quelques messages évidemment pour Monsieur Eric Orneland qui encore une fois n'a pas réjoui nos supporters. Ouais, merci Gabriel, on y reviendra hein, sur tout ça dans ce live, hein, bien évidemment, sur les joueurs, sur les tops et les flops de cette rencontre et peut-être ceux qui ne sont pas là. On pourra peut-être aborder le cas Chico Lamba quand on parlera de Maxime Bernauer. Mais tout à l'heure, tu parlais de matchs qui se ressemblaient, hein, c'est ce qui était évoqué dans le chat. C'est vrai, encore une fois, on a eu la possession du ballon et très largement, 77% face à cette équipe bastiaise. Donc un ballon, une nouvelle fois, subtilisé. Pas mal de tirs hein, côté stéphanois, même si au début du match c'était peut-être un peu compliqué. Il y en a eu quand même 16, donc 10 qui ont été cadrés. Et puis une adversité qui a réussi à marquer sur quasiment toutes ses occasions. 6 tirs, 2 cadrés et 2 buts. Voilà, tout simplement pour les Bastiais. C'est un scénario donc qui se reproduit encore et encore. Valentin, comment tu l'expliques que voilà, ce scénario c'est toujours le même de match en match, on a l'impression. Moi, je vais citer mon père qui est un grand sage concernant la SSE. C'est que pour gagner un match, on est à chaque fois obligé d'en mettre 3 ou 4. Et c'est impossible. C'est impossible face à des équipes qui attendent la SSE, face à des équipes qui font le dos rond, qui jouent avec des blocs souvent bas. Tu peux pas te permettre de faire autant d'erreurs individuelles. C'est impossible. Et en fait, et là, honnêtement, face à Bastien, c'est la seule chose qui l'explique.
sachant qu'en face, en plus, il y a eu un très grand gardien. On aura le temps d'y revenir, puisqu'il faudra aussi parler de l'Arseneur. D'un côté, on a un très bon gardien, de l'autre côté, on a un gardien qui est incapable de faire un arrêt décisif. Autre sujet. Mais voilà, en fait, c'est le problème, ça s'explique que comme ça, parce qu'en soi, si on regarde un peu la physionomie du match, sur certaines séquences, je ne nous ai pas trouvé ridicule. En première mi-temps, avant le premier but de Bastier, il y a une ou deux situations. Après, on revient rapidement, mais ils remettent un but derrière. Et après, bah, c'est le même cycle, toujours le même cycle. On fait un pas en avant et on en fait deux en arrière. Donc, sur ce genre de match, pour moi, c'est la seule chose qui l'explique. On aura beau parler de choix, de changement de rotation, c'est la seule chose qui l'explique, c'est les cadeaux qu'on fait, c'est la concentration, c'est l'implication. Et c'est parfois le trop plein de prétention. Et on l'a vu face à des équipes faibles. Ça a été le cas à l'époque. Bon, Le Mans font une remontée, mais face à Le Mans, face à Grenoble, etc., on les a pris de haut. Au final, on s'est fait retourner, on va dire ça poliment. Voilà, c'est toujours le même constat et ça ne change pas. Tant qu'on fera autant d'erreurs individuelles, tant qu'on devra mettre 3 à 4 buts par match, on n'y arrivera pas, on ne grimpera pas de place au classement et on ne montera peut-être même pas en Ligue 1 à cause de ça. Ouais, on y reviendra tout à l'heure également peut-être sur la montée potentielle en Ligue 1. Et c'est vrai qu'en plus l'attaque stéphanoise, ces dernières semaines, elle semble moins flamboyante qu'elle ne l'était en début de saison. Pierre, tu en penses quoi toi? Pour toi, c'est le vrai principal problème de cette équipe stéphanoise de faire trop de cadeaux aux adversaires? Bien sûr, bien sûr. Je pense que Val a tout dit, c'est rédhibitoire. Comment l'analyser autrement? Si je prends sur les derniers matchs, chaque incursion se paye cash de chaque incursion de l'adversaire. Là, Bastia, il rentre 2 fois dans la surface. La semaine dernière, Dunkerque, ils ont quoi? Ils marquent un but, ils ont peut-être une occasion en plus. Même en Coupe de France, contre le modeste club de Écotais, ils rentrent une fois, ils marquent. Pareil à Dijon, contre je sais même plus le nom de 7e tour de la Coupe de France, on gagne 3-1, mais on prend un but sur la seule. On parle de club de régional, hein. Sur la seule occasion adverse, on prend un but, un penalty. Et voilà, tous les matchs, c'est pareil. C'est 100% de réussite pour l'adversaire. Et c'est ingérable. C'est ingérable. Tous ces cadeaux, on les paye cash. Il y a peut-être aussi un petit manque de réussite, mais on le provoque bien largement, hein, ce manque de réussite. Ouais, et justement, on parle des erreurs individuelles. Pour gommer ces erreurs individuelles, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce que ce serait tout simplement changer les joueurs qui sont actuellement en place ou c'est plus des choses tactiques qu'il y a à corriger durant les séances d'entraînement? Quel est ton avis là-dessus, Valentin? Quand on regarde le deuxième but de Bastia, ça s'explique absolument pas tactiquement, hein. Pour le coup, personne, ni même le coach, ni même Kilmer peut prévoir ce genre de bévue défensive. Donc, même sur la perte de balle de Miladinovic, malheureusement, ça tombe sur lui alors qu'il faisait pour moi un match plutôt intéressant. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que visiblement, on a beau changer de 11 à chaque fois. À chaque nouveau 11, on fait les mêmes bêtises. Donc, je sais pas. Il faudrait une refonte de la SSE, je sais pas. Mais Moi, je pense, je te coupe, hein, je pense que c'est un vas-y, vas-y. mélange de confiance et de suffisance. Ouais, suffisant, ça, je suis d'accord. Putain, je l'ai dit il y a déjà 5 minutes parce que pour moi, c'est clairement, c'est clairement ces états d'âme-là qui font défaut à la SSE. Et je crois l'avoir dit durant déjà mes 2 premières émissions, cette espèce de prétention de suffisance, de manque de concentration, d'implication, c'est toujours la même sauce, toujours la même recette. C'est lassant. C'est lassant et. Orneland, on aura beau dire certaines choses sur lui, peut-être que ce sera mieux sans ce coach-là, mais avec ces joueurs-là, ce sera toujours compliqué pour moi. Bon, justement, on va aller un petit peu plus dans les individualités. J'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à dire et que dans le chat, vous allez également avoir pas mal de remarques à faire. On va parler des tops et je pense surtout des flops de cette rencontre. Pierre, tu as qui à citer, toi? Bon, on va se répéter, hein, mais globalement, pour l'ensemble de l'œuvre sur le second but, j'ai envie de dire la charnière centrale qui a été. Voilà, c'est vidéo gag, hein, le but. Vidéo gag. Donc la charnière centrale et le milieu de terrain qui clairement est fatigue pour moi parce que on paye le Kai quoi, donc il manque du monde dans la rotation avec un Mouefek qui est souvent absent. Donc Jabert et Tardieu ils sont sur les rotules.
Donc le milieu de terrain aussi, ça a été compliqué. On peut parler du penalty de Tardieu qui est extrêmement mal tiré. Et pour les tops, j'y vais maintenant ou tu Vas-y, veux tu peux, plus ouais, tard? vas-y. Pour les tops, j'ai envie de dire Davitashvili, même si il arrive à m'exaspérer des fois. Voilà. Son bilan statistique est bon. 8 buts, il nous sauve un point à lui seul au final ce samedi. Et j'ai bien aimé aussi l'activité de Ben Holt à revoir face à une équipe. Bon, là, on avait la possession, donc c'est un peu plus simple pour lui. Donc, à revoir face à une équipe qui nous mettra un petit peu plus en danger. Mais j'ai bien aimé son activité. Et c'est un mec qui ne triche pas. Et ça, dans notre équipe, c'est important. Parce que il n'y a pas que des mecs qui ont envie comme Ben Holt dans notre équipe. Valentin, Totalement tu d'accord avec rejoins toi. Pierre? Ah, totalement. Je vais commencer par Ben Holt. Je parlais des tops. Il parlait d'implication. Et c'est vrai que d'être depuis le début de la saison, de cirer le banc depuis le début de la saison et de devoir dépanner comme ça dans un poste qui n'est pas naturel, je trouve ça plutôt, pas dire remarquable, parce que ça reste son métier, ça reste un professionnel. Mais en tout cas, sur ces 2 derniers matchs, il l'a fait avec brio pour moi, parce que c'est du brio, hein, sincèrement. Ailier défenseur, c'est pas du tout le même poste. Alors, ok, piston, etc. Mais c'est pas du tout le même poste. Donc, franchement, bravo Ben Holt. J'espère qu'il pourra encore le reproduire contre Nice, même si je pense que pour le coup, défensivement, ce serait un peu plus compliqué parce que face à ces équipes-là en Ligue 2, on n'est pas tellement inquiété défensivement. Donc, effectivement, on le voit plus briller offensivement. Mais Ben Hall, après, ouais, forcément, Davitashvili doublé. Je pense que c'est le meilleur joueur de la SSE. Sincèrement, en tout cas, en termes de qualité intrinsèque. Moi, je sais pas un joueur que j'apprécie énormément, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il a du ballon et il est décisif. Donc, dans ce genre de contexte, dans un contexte où tu es obligé de remonter, tu es obligé de marquer à chaque match, Davitashvili, c'est top. Et là, il a été. Et j'ai envie aussi de dénoter l'entrée d'El Jamali, qui est un joueur que j'apprécie Ah ouais. beaucoup, qui est un jeune que j'apprécie beaucoup. Il a eu 3-4 ballons à négocier sur le côté droit, dans un poste qui n'était pas le sien, faut le préciser. Il est entré ailier droit, j'ai pas tellement compris d'ailleurs. C'est encore un autre sujet. Il a percuté et je crois qu'il est au départ du deuxième ou troisième but. Je sais, enfin, pardon, non pas du deuxième, pas le troisième but parce Non, il y en que a pas, Tardieu ouais. a loupé son penalty, mais je crois qu'il est au départ du penalty. Je sais plus trop. Bref, il a été super impactant et voilà, c'est comme ça qu'on gratte des minutes. Il s'est montré, j'espère le revoir parce que c'est un joueur qui a une relation avec le ballon, je le dis, qui est phénoménal. C'est un amoureux du ballon rond et ça se voit. Euh, Assez parlé des tops, je vais parler des flops. La défense, comme a dit Pierre, hein, c'était un running gag. Il y a pas d'autre expression. Je vais aussi sortir l'Arseneur parce que j'en ai parlé en introduction, mais aujourd'hui, on a vu le contraste entre un gardien décisif dans une équipe faible comme Bastia et un gardien pas décisif dans une équipe censée être forte. Aujourd'hui, je pense que la fragilité et le manque de rigueur défensif s'explique aussi par l'absence d'arrêt décisif et d'assurance de l'Arseneur. Alors ok, peut-être que sur la première fois, il n'y peut rien. Le deuxième but, il est censé rattraper les bêtises de Nadé et Bernauer, mais je sais pas, à l'époque, on avait un Stéphane Ruffier qui était décisif, qui nous sauvait chaque match. Aujourd'hui, l'Arseneur, il a fait qu'une vraie parade cette saison, c'était le double arrêt contre Reims. Sinon, je ne l'ai absolument pas vu. Je vais citer Tardieu aussi parce que pour moi, il est arrivé en bout de course. Là, le capot, il est plus couvert, hein. Là, la voiture, elle est directement au garage. Il est essoufflé dès la 30e minute. Il a du mal à changer le rythme du match. Et en plus de ça, malheureusement, bon, il a été bon jusque-là dans cet exercice, mais il a loupé le penalty décisif. Donc on peut que le mettre dans les flops. Et je veux aussi dire brièvement Boaki parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas joué. Voilà. Il a fait Après, un bon contrôle porte-manteau en première mi-temps et c'est tout ce que j'ai vu. Un face-à-face raté. Valentin, pour Tardieu, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que si je me trompe pas, il a enchaîné, il a fait toutes les minutes depuis le début du championnat. Ah oui, Il a Oui, sauf contre 33, Annecy, qu'il a 34 dû ans. sortir quelques minutes à la fin, je crois, ouais. Ouais, ok. Mais bon, ouais, il est plutôt jeune, notre ami ah Tardieu. non, Et je suis d'accord, mais en tout cas, footballistiquement, sur le match, malheureusement, il a pas été ouais. bon. Après, ouais, il y a des circonstances aggravantes. C'est peut-être le joueur d'Orléans, le joueur fétiche d'Orléans, il enchaîne les matchs et ça, qu'à son âge, c'est compliqué. Mais là, j'ai vraiment pas apprécié la perf et ça fait déjà quelques semaines que je le trouve dans des conditions délicates, le Tardieu. Euh, La trêve lui fera peut-être du bien. J'espère.
Certainement que cette trêve lui fera du bien. Il y a un joueur que je voudrais évoquer juste après, c'est Irving Cardona. Mais déjà, avant ça, pardon, je vais demander à Gabriel de relever quelques messages du chat parce que je vois que ça s'emballe pas mal sur l'ensemble des joueurs stéphanois. Complètement. Après, sans grande surprise, les tops et les flops qui sont sortis, C'est à peu près les mêmes, c'est j'imagine. globalement ouais, voilà, c'est globalement ce qu'ont ressorti Pierre et Valentin. On a notamment Pascal qui nous dit sur le cas Bernauer, et c'est des observations que j'ai vu pas mal de fois ressortir aussi ce week-end après le match, où il nous dit Bernauer est intéressant dans les transmissions balle au pied, mais en fait il fait de très grosses fautes défensives. Bon, on l'a encore vu ce week-end. Et c'est vrai que pour un défenseur central, c'est pas mal contraignant, on va dire. Pascal qui nous dit aussi en top, même si il l'énerve souvent, là ce week-end il voit que David Ashvili qui a mis un doublé. Et en flop, il nous dit un petit peu tout le monde, Tardieu pour le penalty et du coup Bernard pour le second but. ASC 7100 qui nous dit pareil, flop la charnière centrale, Tardieu, Cardona et Boaquier. Et top David Ashvili et les deux jeunes El Jamali et Pedro qui ressortent pas mal, surtout El Jamali ressort beaucoup dans les tops. On a Foulque 63 qui nous dit tout le monde critique Horneland, mais pour moi les défaillances ont surtout été individuelles. Stassin, Bernauer, Nadé. Et en top, il sort Benold, El Jamali, Zourico aussi. Ouais, voilà, globalement, c'est du David Tachvili et du El Jamali qui ressortent beaucoup. Benold un petit peu aussi. Et ouais, dans les flops, ça va être le sujet suivant, je crois, Paul, mais c'est vrai que Cardona ressort pas mal. Euh, on avait vu là, enfin on avait vu. On sait qu'il a eu un enfant là il y a quelques semaines. Peut-être que ça joue sur son énergie, sur son physique, mais c'est vrai que ça correspond un petit peu avec sa période compliquée. Donc je vous laisse en débattre. Oui, voilà, exactement. Justement, je voulais qu'on revienne sur Irving Cardona parce que vous ne l'avez pas évoqué dans les flops et ça a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Tu as parlé de son enfant aussi, c'est vrai. Son match, il a encore une fois, je trouve, été compliqué face donc à Bastia, un petit peu dans la lignée de peut-être les dernières rencontres. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé du match d'Irving Cardona au poste d'ailier droit, Valentin. Compliqué, beaucoup de déchets de prise de mauvaises décisions. Après, on parlait d'enchaînement pour Tardieu. Là, Cardona, depuis qu'il est revenu vraiment dans le 11, il enchaîne tous les matchs quasiment. Il y a eu les absences consécutives de Stassin, de Dufus, donc il fait partie des joueurs offensifs, entre guillemets, indéboulonnables. Et ouais, je le trouve pas bon. C'est vrai, je l'ai pas relevé parce que bon, c'est mal, c'est un joueur que j'ai du mal à détester. Je suis pas très Ah, c'est objectif ça, quand c'est il ça, c'est ça. Cardona. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Mais c'est vrai que une prestation assez apathique. Il n'est pas décisif, mine de rien. Pas de but, pas de passe D. Donc ça, malheureusement, ça compte pour un attaquant. À contrario de David Agilili, qui depuis le début de la saison est décisif au moins un match sur deux. Cardona, c'est compliqué. Je pense que la trêve va aussi lui faire du bien, parce que ça se voit que physiquement, il est en dedans. Il est en dedans et après, peut-être qu'il y a une cassure, mine de rien, avec Corneland et que c'est pas j'aime pas trop l'expression de les joueurs lâchent le coach, mais bon, peut-être qu'il y a aussi ce syndrome-là, je sais pas. En tout cas, c'est pas un bon Cardona, c'est pas la meilleure version de Cardona et j'espère qu'on va la revoir rapidement parce que c'est un joueur qui doit, enfin, qui peut et qui doit apporter à la SSE. Voilà. Oui, c'est vrai. Pour conclure sur le cas Cardona, Pierre, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que moi, je vois un Cardona qui tente beaucoup moins sa chance, notamment sur ses deux derniers matchs. J'ai l'impression que quand il arrive dans la surface de réparation, il ne sait plus trop quoi faire. Des fois, il ne passe pas forcément même le ballon à un attaquant qui peut être mieux démarqué, ou il ne tente pas sa chance quand il pourrait le faire. Comment tu vis, toi, les dernières prestations de Cardona? Ouais, je crois que vous avez tout dit. Je rajouterais juste qu'en plus, il a été malade C'est la vrai, oui. semaine d'avant. Donc Exact. ça, plus des peut-être petites nuits. Enfin, voilà. Pour ceux qui sont pères, on sait ce que c'est quand voilà, il y a des bébés qui viennent au monde. Donc le tout fait que, en plus, il a enchaîné aussi avec la sélection maltaise. Faut pas l'oublier, il a fait tous les Ouais. matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est à noter qu'il a eu une bonne période en novembre, hein, donc ça fait que deux trois matchs effectivement il est moins décisif effectivement. Mais comme l'a dit Val, et je suis d'accord avec ça, on a tous un capital sympathie pour Cardona. C'est quelqu'un qui lâche pas
Et on sait qu'il est irrégulier. L'année dernière, il avait été aussi irrégulier en les 6 mois en Ligue 1, avec des plus ou moins bons passages. Mais voilà, je suis pas inquiet pour Cardona. Il va revenir en janvier en pleine forme. C'est pas le joueur Oui. qui me, C'est qui me vrai fait peur. que Pierre, j'ai parlé de l'usure concernant Saint-Étienne, mais il a goûté à la sélection, il a enchaîné deux rassemblements en jouant à tous les matchs, sauf le match où il avait été, enfin le match qui a suivi son exclusion. Donc c'est vrai Ouais. que c'est une donnée aussi à prendre en compte et c'est plutôt criant de toute manière. Oui, tout à fait. Puis pour conclure donc sur les joueurs offensifs, je vais pas révoquer le cas Boaké parce qu'on n'aura pas le temps dans l'émission, mais juste rapidement sur Davidashvili, donc qui a fait un gros match. On sait qu'il est convoité, hein, on l'a vu notamment lors du mercato estival où il est finalement resté, hein, tout comme Lucas Tassin d'ailleurs. La direction a décidé de conserver ces joueurs-là. Là, il y a des rumeurs mercato qui ressortent de nouveau parce qu'il ouvre dans 2 semaines, notamment Besiktas, hein, selon Foot Mercato, qui serait intéressé par Zuriko Davidashvili et également un autre club. Davidashvili, c'est 8 buts depuis le début de la saison, donc c'est un joueur qui est quand même en forme côté stéphanois. Pierre, est-ce qu'il faut absolument le garder, Zuriko Davidashvili, ou même s'il part, on parle souvent des atouts offensifs stéphanois, est-ce qu'on pourrait réussir à combler ce potentiel départ? Alors, David Ashvili. Déjà, ce qui est paradoxal, c'est que avant de te répondre, dans l'esprit d'Orneland, est-ce qu'il est titulaire, David Ashvili? Même si notre meilleur joueur, j'en suis même pas sûr. Je pense que dans l'esprit de Horneland, les ailiers titulaires, ce sont Boakier et Cardona. Donc, est-ce que ça ouvre la porte à un départ? Je ne sais pas. Vu les rumeurs, peut-être. Euh, mais pour moi, ça serait vraiment catastrophique et ça enverrait un mauvais signal parce qu'au final, c'est notre meilleur buteur, c'est le mec qui peut te changer le match à lui tout seul. Il peut être totalement transparent pendant 70 minutes et voilà, comme il l'a fait à Boulogne, enfin, comme il l'a fait 3 4 fois depuis le début de saison, il prend la balle, il va frapper, il marque et voilà, ça rapporte des points. Donc, un départ pour moi serait catastrophique, bien plus que Stassin. Désolé, il va prendre une balle perdue, mais qui a fait une entrée et un début de saison insignifiant. Donc, ouais, pour moi, ça serait vraiment cata de perdre David parce qu'on perdrait un mec qui peut apporter une plus-value à cette équipe à chaque instant et qui rapporte des points, malgré un temps de jeu qui est loin d'être conséquent. Donc moi j'espère vraiment, malgré ses défauts, qu'on le gardera. Ouais, et surprend donc les propos de Foot Mercato, je suis sur l'article, je cite, un challenge qui séduit le joueur, donc Besiktas, et auquel les SSE ne seraient plus opposés en cas d'offre satisfaisante. Donc selon eux, cette fois-ci, la Saint-Etienne pourrait potentiellement laisser partir son joueur. Bien évidemment, le mercato, c'est pas tout de suite, c'est encore long. On va voir ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que Zuriko Davidashvili est parti. Valentin, tu es d'accord avec Pierre? Il faut absolument conserver Davidashvili. Ah, ah oui, vendre Davidashvili à ce moment-là de la saison, ce serait se tirer une balle dans le pied. Euh, Ouais. on aurait pu le vendre cet été, mais cet été, là, tu es deuxième, allez, troisième de Ligue 2 en pleine difficulté. C'est ton joueur le plus décisif. Ce serait un non-sens complet de ne pas faire le forcing pour le garder. Surtout que Stas, c'est compliqué. Dufus, même si j'apprécie le joueur et qu'il a des qualités, c'est aussi compliqué. Cardona, c'est compliqué en ce moment. Boaki, c'est très irrégulier. Il ne faut pas vendre Davidashvili. Et puis, quel message en fait enverrait qu'il meurt là au moment où tu en as le plus besoin, où la suite de ta saison est incertaine, tu vends Davidashvili. Sincèrement, ça m'agacerait fortement, même si je suis pas un grand fan du joueur pour des raisons que Pierre a évoquées et des raisons que j'avais déjà évoquées avant, son attitude, etc., sa suffisance. Mais là, non, ce serait un non-sens et j'espère à tout prix que la direction, que le coach, que tout le monde va mener d'un bras bien fermé ces futures négociations qui, j'espère, n'existeront pas et qu'on va garder ce joueur, qu'on le reverra dès janvier parce qu'on en a besoin. Ouais. Après, je pense que je rajouterais que je pense que le doublé, lui, veut partir, hein. Clairement, dans ses attitudes, moi j'ai l'impression même quand il marque, il est pas hyper heureux, C'est mais vrai, c'est vrai. j- Après, il j'ai a jamais l'impression été que moteur, j'ai l'impression que ce doublé qu'il met,
Si lui veut vraiment partir, il se dessert un peu en mettant ce doublé parce que il devient le joueur, le meilleur buteur de la SS, il devient indiscutable, malgré encore une fois le fait qu'il joue pas toutes les minutes. Donc, Bah, je après, pense pour lui, c'est pas une hyper bonne nouvelle ce doublé parce que ça va amener les dirigeants à fermer la porte à double tour. Et moi, je vois pas la chose du même angle. Je me dis justement, cette espèce de sursaut, ces doublés qu'il met, voilà, le fait qu'il soit décisif au moins un match sur deux, mine de rien, ça augmente sa valeur, sa cote auprès de nombreux clubs. Et pour moi, alors justement, ce serait beaucoup plus positif pour lui concernant un départ que le contraire. Et surtout que selon Foot Mercato, selon les rumeurs, le club ne serait donc pas opposé à un départ. Donc pour moi, ça fait l'effet inverse. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur le cas d'Avitashvili. En tout cas, réponse dans un mois et demi quand le mercato sera terminé. Il faut bien prendre en compte également qu'il y a la Coupe du Monde, bien sûr, cet été. Donc ça va Ah peut-être oui. faire que les choses vont bouger pour pas mal de joueurs à l'AS Saint-Etienne et bien sûr dans d'autres clubs. Juste pour conclure le débrief, je voudrais qu'on parle d'un défenseur central, c'est Maxime Bernauer. Donc contrairement à Michael Nadé qui est sorti à la mi-temps, Maxime Bernauer est lui resté sur le terrain. Bon, ça fait beaucoup parler également les dernières prestations de Maxime Bernauer quand on sait que l'AS Saint-Etienne est l'une des pires défenses du championnat. Son marquage n'a pas été exemple de tout reproche, notamment sur le premier but Bastier où il commet une erreur qui nous coûte très cher, également sur le deuxième. Est-ce que c'est un match qui devrait pousser à une réflexion sur son vrai poste? Pourquoi pas mettre Maxime Bernauer? On parle qu'on n'a pas forcément de numéro 6. Est-ce que c'est un poste qui pourrait lui convenir, Pierre? alors, pour être honnête, je vais avoir du mal à répondre à cette question, tout simplement parce que je l'ai jamais vu jouer en 6. On aurait au moins dû essayer, même si je comprends que ça n'a pas été fait, vu le nombre d'absents qu'on a derrière. Après, oui, comme ça, j'ai envie de dire qu'il peut en avoir les statistiques, il sait casser les lignes avec ses passes. Moi, je le trouve un peu light dans les duels pour être défenseur central. Limite, je le préférais latéral. Donc j'aurais du mal à répondre à cette question, mais le tester sur un match peut me sembler une bonne idée. Oui, on est habitué au test un peu d'Eric Orneland. On a vu Nadir El Jamali au poste de numéro 9, Benol donc latéral gauche. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir, toi, Valentin, Maxime Bernauer en 6? Bah, c'est vrai que c'est un bon joueur de football. Qualité de passe, intelligence de jeu. Il a pour le coup des qualités type d'un numéro 6. Mais comme l'a dit Pierre, pour le tester, pourquoi pas. Mais sincèrement, est-ce que c'est pas juste un délire qu'autre chose? Parce que bon, on fait pas, je vais pas dire, on fait pas d'un cheval de course, mais milieu, c'est un vrai poste et c'est pas à prendre à la légère. C'est pas parce qu'on a effectivement une qualité de passe, qu'on a une belle vision de jeu qu'on peut devenir milieu. Milieu, c'est aussi de l'intensité. Et ça, Maxime Bernauer, par moment, il en manque. Il en manque. Je le trouve assez grossièrement. Pierre parlait de son impact dans les duels, etc. Quand il est milieu de terrain, il faut aussi cette qualité de récupération. Et Maxime Bernauer, par moment, c'est quand même assez délicat. Donc, ouais, le tester, pourquoi pas. Par contre, il faudrait qu'il soit très bien entouré parce que je ne le vois pas contrôler un milieu de terrain tout seul. Donc, pourquoi pas, ce serait pas sorti du chapeau, mais bon, attention quand même parce que, comme j'ai dit, numéro 6 ça s'improvise pas, quoi. Oui, c'est sûr, c'est pas un poste qui s'improvise. Et pour conclure cette partie, Gabriel, dans le chat, qu'est-ce qu'en penseraient les auditeurs de voir Maxime Bernauer en poste de numéro 6? Je vois qu'il y a quelques messages. Il y a notamment sur Pierre là, qui disait qu'il n'avait jamais vu jouer Bernauer en 6. C'est vrai qu'en pro, ça me dit rien, mais il y a un message de Pilou que je partage parce qu'il a été formé à Rennes et moi de Bretagne, je l'avais déjà vu jouer quand il était jeune. Et il avait fait quelques matchs en 6 quand c'était en U19, en National 3. Après, évidemment, c'est pas la même ni le niveau ni l'intensité. Mais il avait quelques bases à ce poste-là. Mais c'est vrai que ce que partagent des auditeurs aussi, c'est que bah, physiquement, il est sûrement un petit peu frêle, en fait, que ce soit pour être défenseur central ou numéro 6 où tu dois récupérer des ballons. Ça peut être compliqué pour Bernauer. Donc,
Donc il y a un peu d'avis partagés dans le chat. Il y en a qui seraient pas contre le tester contre Nice, d'autres qui justement le trouvent trop frêle. Mais après, le problème aussi, c'est peut-être que est-ce que Horneland a la même vision que nous quand on discute? Je suis pas sûr parce il est pas vraiment du genre à changer ses plans. Mais voilà en tout cas pour Bernauer. Et sinon pour les petits cas que vous avez évoqués un petit peu avant, Davide, pareil, il y avait beaucoup de messages qui disaient que ça serait une aberration de le vendre cet hiver. Et je pense que tous les supporters sont à peu près dans cet avis-là, puisque bah, c'est ton meilleur buteur. Et si tu roulais sur la Ligue 2, je dis pas, mais là, tout le monde dit il y a besoin de David Julie, clairement. Et sur Cardona, pardon, qu'on avait évoqué un petit peu avant, pareil, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude quant à Cardona. La plupart de nos auditeurs sont assez sereins sur le fait qu'il va assez rapidement retrouver son niveau. Même si, bah, comme disaient Pierre et Valentin quand on en discutait, il peut parfois être frustrant par son irrégularité ou les quelques occasions qui marquent pas, mais il n'y a pas d'inquiétude autour d'Irvine Cardona, en tout cas, du côté des supporters présents. Ok, merci Gabriel. Vas-y Pierre, si tu veux conclure. Après, on passe à Horneland. Je te coupe, je suis désolé, mais je voulais dire un dernier truc sur David Tajuli qu'on n'a pas évoqué. C'est que son premier but, il est exceptionnel. Ouais. La Oui, passe oui. est belle, mais le contrôle orienté, la Ouais, frappe ouais. Mhm. instantanée en pleine lucarne, ça, c'est le foot qu'on aime. Enchaînement Et de grande classe. ouais, de grande classe. Et ouais, je tenais à le signaler parce que on s'est assez plaint de ce match, mais il y a du positif à en sortir, voilà, ça, c'est un geste qui régale et c'est le foot qu'on aime, ça. Et même son deuxième but, hein, parce que le Ouais. contrôle qui élimine les défenseurs Bastia et la finition, Hmm, Mm. c'est vrai. c'est tout autant à relever. David Tajvini met souvent des beaux buts, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu un spécialiste. C'est vrai, en plus sur une belle passe décisive de notre numéro 6, Maxime Bernauer, donc sur son premier but. Voilà, ça permet de conclure ce débrief de match et je vous propose d'ouvrir maintenant le dossier Eric Horneland. Est-ce le moment de se séparer d'Eric Horneland? C'est la question voilà, qu'on va essayer de se poser. Karl nous a fait des statistiques. Donc 38 matchs, toutes compétitions confondues depuis son arrivée sur le banc stéphanois. Il a fait toute l'année 2025. Il reste un match contre Nice. 15 victoires, 8 matchs nuls, 15 défaites, 76 buts marqués, 76 buts encaissés. En Ligue 1, c'est 4 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 27 buts marqués, 43 encaissés. On a 0,89 points par match. Vous voyez les statistiques qui vont s'afficher au fur et à mesure à l'écran. Et en Ligue 2, cette saison, 9 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 35 buts marqués, 25 buts encaissés. On est pour l'instant à 1,76 points par match. Et puis donc, c'est 2 victoires en Coupe de France. Mais bon, face à 2 clubs qui évoluent en régional. Bon, on va essayer de faire un premier bilan. Un an après l'arrivée du coach norvégien. Pierre, quel bilan, toi, tu fais sous le maillot vert du coach? Bon, gros sujet. Vas-y. Déjà, c'est le coach qui. Alors, dans ce que je veux dire, c'est pas le seul responsable, hein, mais au final, c'est le coach qui nous fait descendre. C'est factuel, hein, je sais pas quelle est sa part de responsabilité dans cet échec, mais il a une part de responsabilité. Et là, il a pour objectif de monter, même voire même d'être champion. Allez, on va dire monter, ça sera déjà pas mal. Donc, il est encore dans les clous à mi-saison. Mais moi, ce qui me dérange, c'est il y a vraiment un. J'ai l'impression même qu'on régresse depuis septembre. On gagne à peu près en août-septembre, on a à peu près gagné tous nos matchs, hormis quelques matchs nuls. C'était pas flamboyant, mais il y avait quand même une certaine solidité. Et là, j'ai l'impression que depuis, bah, ça se délite un peu. Est-ce qu'il perd une partie de son groupe? Peut-être, j'ai pas la réponse, mais on peut se poser la question quand on voit certaines déclarations, certaines attitudes sur le terrain. On revient encore à cette défense qui est totalement à la rue. J'oublie des choses, il y a des choses qui m'agacent, par exemple le manque d'analyse de nos adversaires. Donc il y a plusieurs points qui font que je me pose de plus en plus de questions. Moi personnellement, j'aimerais. Alors, je veux pas être dans la culture de l'instant, mais pour être honnête, ça me dérangerait pas que. Enfin, je vois pas d'amélioration et même je vois une régression. Donc, c'est ça qui me dérange.
Et je pense, c'est mon avis, mais que n'importe quel coach moyen de Ligue 1, Ligue 2, avec cet effectif, je pense je pense que n'importe quel coach arrive à refaire monter ce club. Donc c'est ce qui me dérange, voilà. Et personnellement, un changement ne me dérangerait pas, même si j'apprécie la personne Horneland qui semble être un mec bien et un mec impliqué. Je lui enlève pas ça. Et voilà, au bout d'un moment, je pense qu'on peut tirer bien mieux de ce groupe. Ouais, c'est vrai que le bilan il est pas forcément favorable pour l'instant pour Eric Horneland, bien sûr. De ton côté, toi, Valentin, tu vois aussi une potentielle régression plutôt de l'effectif stéphanois. Quel bilan tu tires pour l'instant? Ouais, bah, en fait, je vais résumer la pensée de Pierre en une seule question. Est-ce que la SSE serait moins forte avec un autre coach? Je ne pense Non. pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dalloglio nous a fait monter avec un effectif beaucoup moins dense et je pense de qualité plus faible, on va dire ça comme ça, même s'il y avait des bons joueurs et certains qui sont d'ailleurs encore là. Donc à partir du moment en fait où les résultats ne suivent pas, où le football disparaît, je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. Je pense qu'en fait, en gardant Horneland, on va garder cette espèce de d'équipe apathique, paralysée. Et l'objectif, ça reste la montée. Batles à l'époque, et voilà, je parlais d'Aloglio, Batles s'est fait virer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dalloglio est arrivé, on est monté. Aujourd'hui, cette équipe, elle a besoin d'être mise encore plus dos au mur. Elle a besoin d'un électrochoc. Et malheureusement, je pense que Horneland, et en plus, il commence à le laisser entendre, parce qu'on va y revenir dessus, sa fameuse déclaration, Horneland commence à ne plus avoir les moyens de sauver cette équipe. Du moins, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois quand je regarde l'ASC se jouer. Et, euh, et voilà, moi j'adore l'entraîneur, j'adore ce qu'il a voulu initier d'un point de vue philosophique, d'un point de vue par rapport au football, mais ça ne prend pas, et je ne pense pas que ça prendra. C'est trop tard, on doit faire quelque chose à la trêve, sinon on va encore patauger et on va se prendre le risque de ne pas remonter directement, et ça ce serait très embêtant pour une équipe qui a aussi bien affiché ses ambitions l'été dernier, quoi. Ouais, et Pierre, pour rebondir sur ce que Valentin dit, toi, tu es inquiet aussi. Est-ce que tu penses que potentiellement Eric Horneland il peut être en incapacité de faire monter cette équipe en Ligue 1? Je pense. Je pense que je dis pas forcément. Si on garde si on garde pardon Horneland, je dis pas qu'on ne montera pas, euh, mais voilà, C'est compliqué. là pour moi on est sur un fil, hein, on est sur un fil. Il y a Reims, on va en parler plus tard, je pense, mais qui revient très fort. 3, à voir s'ils confirment en deuxième partie de saison, mais je vois pas pourquoi ils ne confirmeraient pas parce qu'ils ont un bon coach, une bonne équipe. Au bout d'un moment, en début de saison, on nous annonçait que on se baladerait, qu'on serait notre propre adversaire. Bon, c'est un peu le cas, mais là, on est sur un fil et voilà, il y a 2 mois, vous m'auriez demandé est-ce qu'on sera dans les deux, je vous aurais dit oui sans problème. Mais là, on se met à en douter, donc ouais, oui, oui, inquiet, très inquiet. Et pour moi, il faut une grosse remise en question si Horneland reste. Et s'il ne reste pas, bah ouais, je pense que pour répondre à la question de Valentin, je suis d'accord avec lui, je pense que n'importe quel coach peut faire mieux que Horneland. Ouais, mais justement la question de n'importe quel coach. Mais quel pourrait être ce coach? Parce que on parle potentiellement donc d'un départ qui pourrait arriver, on ne sait jamais. Mais Horneland, c'est le premier coach que Kilmer a vraiment fait venir. Donc on peut déjà se demander s'ils peuvent se remettre en question par rapport à ce coach-là. Les dernières saisons, quand un coach est parti, on a par exemple eu Pascal Duprat qui est arrivé, donc spécialiste un peu des remontées, ou en tout cas des non-descentes. Mais bon, maintenant il s'est plutôt spécialiste dans l'autre sens malheureusement. Après, on a donc Olivier Dalloglio qui connaît bien le championnat, qui est arrivé pour remplacer Laurent Batles. Mais sous la direction Kilmer, est-ce que vous voyez un coach de ce style arriver? Quelle serait la continuité logique selon toi, Valentin? Est-ce que tu penses que c'est un coach, encore une fois, qu'on ne va pas connaître, qui pourrait arriver en cas de départ d'Orneland? Moi, j'aurais bien aimé Wilfried Nancy, mais il a Ah. signé au Celtic Glasgow, donc un peu compliqué. J'avoue que là, j'essaye de balayer
les idées de coach un peu moderne, un peu data dans ma tête et j'ai pas forcément de noms qui apparaissent. Moi, je suis toujours un peu mec de la vieille école. Je pense à Philippe Montagnier là, mais je Ouais. crois que ça plaît plus trop à Kilmer, Non. ce genre de choses. Euh, mais sincèrement, Après, les gars, moi j'ai l'impression qu'on va un peu vite en besogne parce que euh, il vient d'être, enfin, c'est sorti dans le Progrès si je dis pas de bêtises, mais Il il est a été quand conservé. même Ouais. confirmé. Alors après, à voir si on prend une tôle à Nice, ça peut peut-être changer la donne, mais moi j'ai peur qu'il n'y ait pas que effectivement Horneland sait qu'il meurt. Qu'il meurt, on sait qu'ils sont quand même têtus et qu'ils ils gardent une certaine continuité, quitte à décevoir certaines fois. Donc je pense qu'on va un peu trop vite. Mais ouais. peut-être, mais dans le cas où donc Horneland serait conservé, imaginons qu'on ne monte pas. Quelle image ça donne de Kilmer? Leur Ah bah choix, oui. une décision ferme, donc de le conserver malgré les résultats, et on ne monte pas. Ce serait dramatique. Et pour Ah le ouais. coup, j'ai pas de dents envers Kilmer pour l'instant. Euh, J'en aurai peut-être une en janvier si jamais n'est pas injecté de l'argent dans le mercato et qu'on n'a pas de renforcement à certains postes. Mais ce serait un désaveu total de Kilmer en gardant Horneland et en ne montant pas. Ouais, ah ouais. Et moi, c'est justement voilà la question que je me pose, que je me dis, voilà, c'est vrai, tout le monde veut un peu changer de coach, faire différemment, mais c'est bien joli, mais maintenant, il faut réfléchir comment Kilmer réfléchirait. Bah, ils vont chercher des coachs qu'on ne connaît pas forcément, qui ne connaissent pas forcément la Ligue 2. Combien de temps faudrait-il pour que ça fonctionne? On l'a vu avec Eric Horneland, ça marchait sur les 2 premiers matchs, et puis après, bon, ils connaissaient pas le championnat, et puis tout le monde a su comment on jouait. C'est devenu très difficile en Ligue 1. J'ai peur en tout cas que ça puisse faire pareil avec un autre coach de mon côté. Et pour l'instant, Horneland, voilà, on a l'impression qu'il ne sait plus trop où donner de la tête. Il a déclaré en conférence de presse, je cite, il faut marquer, oui, mais surtout arrêter de souffrir autant défensivement. Et sur ce point, peu importe la personne, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, il faudra trouver cet équilibre. La clé, elle est là. Est-ce que avec cette phrase d'Eric Horneland qui évoque quand même pas mal de choses, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut se demander si ce n'est pas un coach qui est inquiet, qui est essoufflé et qui n'a plus vraiment d'idées, Pierre? Moi je pense pas. Moi je pense qu'il sort ça. Je pense que c'est plus maladroit que lié à une certaine pression de sa direction. Mais je peux me tromper. C'est peut-être. J'essaye juste d'interpréter ses propos. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est plus une parole qui est maladroite plutôt qu'une parole qui est, comme je l'ai dit, liée à un coup de pression de sa direction. Ok, et Valentin, toi tu l'interpréterais comment cette phrase? Je sais, c'est assez dur d'analyse, mais j'ai l'impression qu'il sent le vent tourner quand même, hein. Euh, je trouve que physiquement, ses regards, enfin, on voit son inquiétude à chaque match. Beansport a sorti des plans contre Bastia. Il avait une mine déconfite. Et je pense que oui, c'est effectivement un entraîneur qui est de plus en plus à court d'idées et peut-être aussi à court d'intention parce qu'il sent son poste en ballottage. Et de toute manière, il y a aucun coach qui peut se comporter normalement quand les résultats ne suivent pas dans un club comme celui-ci qui est censé monter. Donc peut-être de la maladresse, mais si c'en est pas, ça ne me surprendrait pas. Mais pourquoi on est tous d'accord pour dire qu'il est à court d'idées, mais, et je parle tactiquement notamment, pourquoi il ne fait pas pourquoi il ne change rien? Je sais pas, un 4-4-2 en fin de match, euh, je, Et ça, on dit bah, qu'il est. ça, vas-y, pardon, excuse-moi, Pierre, vas-y. Vas-y, non, non, je Non, t'écoute. mais ça, pour le coup, c'est vraiment le problème numéro un de Horneland. Je sais même pas si c'est de l'ego, mais c'est un entraîneur comment dire, qui ne prend pas de risques. Qui ne prend pas de risques. Et ça, j'ai du mal à le comprendre dans une équipe qui ne fonctionne pas ou peu. Comment on peut garder son système? Je veux dire, si tu le fais sur 3 4 5 matchs en début de saison, bon, il faut quand même être un peu buté parce que quand tu as des idées, voilà, il faut les mettre en place au maximum. Mais quand tu arrives en décembre et que cette équipe en devient aussi footballistiquement paralysée,
Et bah, si tu veux vraiment garder ta place, prends des risques. Il a quand même tenté Faut tirer quelque du chose. Il a matos. par exemple fait sortir Prends des risques parce Nadé que à là, la c'est mi-temps c'est là du pour Pedro. sabotage. C'est du sabotage qu'il fait. Il a fait rentrer Pedro à la Bah, mi-temps là par exemple à la place de Nadé. après, après, heureusement qu'il est sorti Nadé parce que sa première mi-temps, elle est quand même assez honteuse, hein. Après, Nadé, on connaît, hein, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. On l'aime aussi pour ça, mine de rien, mais non, je trouve pas, il bascule pas l'ordre établi, hein. D'ailleurs, une erreur contre Bastia qu'on n'a pas relevée, il doit jamais sortir Miladinovic. Certes, il fait une erreur sur le premier but de Bastia, mais c'est un joueur, c'est une pile. C'est presque une punaise de lit, il se balade partout et il a une espèce de, enfin, il a déjà une relation avec le ballon qui est très intéressante et puis il va toujours vers l'avant et il arrive énormément à dynamiser les offensives. Là où par exemple Tardieu pour moi aurait dû sortir à la mi-temps parce que voilà, il était essoufflé et lui aussi à court d'idées. Il y a des choix qui laissent à désirer. Et sur le match contre Bastia, je sais pas, t'es dos au mur, t'es mené ou alors t'es mis en difficulté par la pire équipe du championnat. Je sais pas, attendre des choses. El Jamali, c'était bien, mais c'est arrivé trop tard, par exemple. Ouais, ouais, bah, c'est intéressant pour en parler des heures hein, des choix ou des non-choix d'Eric Orneland. Justement, Gabriel, dans le chat, je vois que ça s'excite pas mal. T'as sûrement pas mal de messages à faire remonter. Ouais, ouais, bah, globalement, ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a un certain ras-le-bol d'Ordeland. On a SSE 7100 qui nous dit il faut changer d'entraîneur et prendre un francophone. Il y en a marre des coachs étrangers qui ne parlent pas français. Bon, après, ça, vu la politique de Kilmer, ça serait étonnant, vu tous les joueurs internationaux qu'ils ont ramenés, de repasser sur que du français. Mais pourquoi pas? On a Elches qui nous dit séparons-nous de lui, on ne peut pas rester à jouer comme ça en laissant notre moitié de terrain si découverte. Nous ne sommes pas le PSG ou le Barça. El Cato qui nous dit ces stats parlent contre lui. Avec Dalloglio, on avait une meilleure défense avec des joueurs ayant moins de talent. Depuis que Orneland est là, c'est catastrophique. On a Franz qu'on salue, qui nous écoute depuis la Guadeloupe, qui nous dit Orneland doit être viré, il faut vraiment passer à autre chose. SE 7100 qui nous dit aussi je l'avais dit que nos victoires étaient un camouflet. Et globalement, il y a eu plusieurs messages aussi qui revenaient sur le fait que c'est trop compliqué en fait d'avoir un entraîneur qui est buté dans son système et qui ne veut pas voir autre chose. On a notamment Joss qui intervient souvent dans l'émission, qui nous dit qu'en plus, enfin, il nous dit même son langage corporel a changé. Je pense qu'il sent qu'il est au bout de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il sait faire. Et il nous dit aussi beaucoup de nouveaux philosophes modernes du foot sont comme ça. Ils pensent que leur schéma fonctionne et qu'il suffit juste de le répéter. C'est vrai qu'on a l'impression avec Ordeland que son 4-3-3, il va mourir avec, Il y tient, ouais. globalement. Et puis sinon, on a quand même on a Marc Revel sur YouTube qui nous dit, je me répète, mais sur les 25 buts encaissés, il y a au moins 15 boulettes qui n'ont rien à voir avec le coach. C'est vrai que là-dessus, il a pas tort. Ces joueurs, souvent, arrivent à se Oui. mettre dans des situations quand même assez folles. Et, euh, et on a SSE 7100 qui nous dit aussi, jusqu'à présent, Kilmer s'est trompé sur l'entraîneur et sur les joueurs. Ce n'est vraiment pas de bon augure. Donc voilà, globalement, je pense qu'il y a une certaine frustration pour tout le monde par rapport à Horneland, mais comme disent certains, les joueurs ne sont pas tout blancs non plus dans cette histoire. Ouais, exactement. Et je vous propose de plus parler maintenant du championnat de Ligue 2 en général parce que le temps avance, on a encore pas mal de choses à évoquer. Parce qu'on a tout à l'heure abordé au début d'émission le fait que le championnat était très serré. Là, il y a notamment un match entre Boulogne et Troyes qui se dispute actuellement. Il y a un but partout. Mais quand on regarde le classement, Troyes, donc 33 points, 3 points d'avance sur Saint-Etienne, 30 hein, provisoirement. Hein. Potentiellement, il peut avoir 5 points d'avance sur nous, mais pour l'instant, c'est 3. Le Mans qui a égalité avec nous est 30, Reims 29, le Red Star 29, mais avec un match donc en retard, Dunkerque 27, Pau 26, etc. etc. C'est très serré devant et il y a deux équipes qui performent pas mal sur les 10 derniers matchs notamment, Dunkerque et peut-être l'équipe qui surprend le plus sur la première moitié de saison, donc c'est Le Mans qui s'est installé sur le podium de Ligue 2. Est-ce que aujourd'hui ces deux équipes ne sont pas des vrais outsiders pour la montée, donc Le Mans et puis Dunkerque? Qu'est-ce que tu en penses, Valentin? Alors, je pense que Dunkerque est un très sérieux concurrent à la montée. Direct, je ne sais pas, mais en tout cas à la montée dans les 5.
parce que c'est un club qui travaille bien. Ça fait 2 ans maintenant que Dunkerque est une équipe très solide en Ligue 2. Malheureusement pour eux, ils ont fait un très mauvais début de saison, mais ils sont vite relevés. Le Mans, je ne sais pas. J'avoue que je ne regarde pas forcément les matchs du Mans. Je peux me baser que sur ce que j'ai vu face à Saint-Étienne. Et face à Saint-Étienne, j'ai encore vu une équipe à l'étiquette d'auto-saboteuse, Saint-Étienne. Donc, pour moi, c'est pas forcément une équipe dangereuse. C'est une équipe qui sort sur une très bonne dynamique. Mais sur la durée, sur les 4-5 prochains mois, franchement, je les vois pas, à contrario de Dunkerque, nous titiller. Et puis, d'un point de vue général, en fait, c'est, c'est assez agaçant parce que j'ai pas vu une seule équipe être plus forte que la SSE. Théoriquement, la SSE est une équipe plus forte que tout le monde parce que le budget est supérieur, parce que l'expérience est supérieure. Mais footballistiquement, et je dis ça en toute objectivité, j'ai pas vu, enfin, il y a aucune fois durant un match de la SSE où je me suis dit, ah ouais, ok, ils sont dangereux en face. Peut-être 3, peut-être un peu Reims, mais ce qui est agaçant, c'est que voilà, aujourd'hui, on en vient à débattre de se dire, Dunkerque, Le Mans, est-ce que ça peut nous embêter? C'est dire à quel point on est tombé assez bas et on est dans une désillusion totale. Et aujourd'hui, on est en difficulté parce qu'on est incapable de surfer sur une bonne dynamique, on est incapable d'enchaîner les bons résultats. Et en Ligue 2, il y a toujours des équipes qui, d'une saison à une autre, ont des bonnes dynamiques, ont aussi, mine de rien, une très bonne ossature. Je parlais de Dunkerque. Le Mans, c'est aussi un club qui travaille bien. J'étais assez critique là par rapport à la qualité de jeu, mais c'est un club qui travaille bien. Et Saint-Étienne, c'est un club souvent dans la tourmente. Et c'est ce qui ne fait pas défaut à d'autres clubs qui, eux, peuvent travailler sereinement, sans prétention, et qui, en fait, prennent un match après l'autre et au final se retrouvent à la fin de la saison, pas dans les corps, justement, mais dans le bon train pour monter. Ouais, je pense que tu as résumé pas mal de choses avec ton analyse. C'est vrai qu'en début de saison, on voyait le budget stéphanois comparé aux autres budgets. On parlait du PSG de la Ligue 2. La réalité, elle est bien différente, même si je pense qu'on était quand même le PSG de la Ligue 2 au niveau des dépenses. Ça, c'est bien vrai. On est obligé de débattre voilà, face à des équipes que l'on n'attendait pas forcément, qui sont Le Mans, qui sont Dunkerque et tant d'autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre, du début de saison de ces équipes-là? Est-ce que c'est des équipes que tu crains aujourd'hui pour la montée? Honnêtement, non. Je pense que Le Mans, leur moyenne point va chuter. S'ils maintiennent cette moyenne point, c'est extraordinaire pour un club qui vient de national, pour un club qui, je crois, ils ont perdu leur meilleur milieu de terrain, j'ai plus son nom, mais des Croisés. Donc je pense qu'on finira logiquement devant eux. Et Dunkerque, qui est un paramètre important, j'y crois pas trop non plus. Et le paramètre important, c'est si jamais Bardelli part. Là, ça risque de changer pas mal de choses pour eux. Donc, je sais pas s'il va rester ou non, mais je crois qu'il y avait aussi l'ASS qui était intéressé, des clubs turcs. Donc, à voir ce qu'ils font de Bardelli. Et je pense que en plus de ces deux équipes, il y a le Red Star qui sera probablement deuxième, vu qu'ils vont sûrement gagner sur le tapis vert contre Bastia. Donc, le Red Star, c'est un peu pareil. C'est une bonne petite équipe, mais je doute qu'ils arrivent à garder la moyenne point d'un AS Saint-Étienne, de l'Estac et du Stade de Reims. Je pense que le trio, on le connaît. Pour moi, hein, 3 Reims ASS, à voir dans quel ordre ça sera. Il faudrait pas finir à la place du con, pour Ouais. parler Donc, mal. donc, même en voyant le classement à l'heure actuelle, tu t'attends pas forcément à une deuxième partie de saison ultra folle entre ces 6, 7, 8 équipes? Bah, pour jouer les playoffs, si, mais pour jouer la montée directe, je vois vraiment 3 équipes et les autres. Je pense que ça va. Déjà, Reims était en milieu de tableau à peu près toute la première partie de saison et là, ils ont hyper bien fini. Donc, voilà, ils commencent à remonter. Donc, je pense que au fur et à mesure des journées, les favoris naturels du début de saison vont se dégager et vont se tirer la bourre pour la montée directe. Mais toutes les équipes qui ont été citées, sinon, peut-être avec Guingamp, pour moi, effectivement joueront les playoffs. Et puis c'est sans compter aussi, c'est sans compter pardon aussi sur un réveil de la SSE, hein. Parce qu'à tout moment le club se réveille et fait une série et dit au Bien, revoir à toutes ces pseudo équipes bien concurrentes. sûr. Mais j'y crois encore. Moi J'y crois aussi. encore. Et là, on est les gens
qui nous écoutent et dans le chat, les gens vont penser qu'on est dépressif. Alors, on l'est, mais il Un faut, peu, ouais. d'un point de vue factuel, ce soir, on est deuxième. Malgré On est en toutes mauvais. les galères voilà, qu'on a eues, on a l'impression qu'on est à 40% de nos possibilités. Et si le championnat s'arrêtait ce soir, et on l'oublie souvent, on sera en Ligue 1. C'est C'est ça qui est vrai. hyper paradoxal, c'est qu'on devrait avoir 7-8 points de plus Et encore, tous les matchs nuls qu'on a fait, on a fait 3 matchs nuls, on aurait dû gagner ces 3 matchs. Voilà, ça ferait déjà 6 points en plus. Enfin, c'est... Ouais, on peut que s'améliorer si on se remet à bien travailler. Exactement. Oui, et puis oui, pour l'instant, on compte donc 30 points. On a la mi-saison, si on multiplie par 2 notre total, à la fin de la saison, ça ferait 60 points, ce qui n'est pas beaucoup au final pour une équipe qui terminerait seconde du championnat. Donc on se rend compte que c'est un championnat qui est très serré, avec pas vraiment une équipe qui domine. C'est peut-être le cas de l'Estac, mais pour l'instant qui galère quand même face à Boulogne et qui n'a pas tant d'avance que ça, qui ne compte donc que 3 points d'avance sur les Verts et potentiellement donc potentiellement que 1 sur le Red Star si le match était gagné sur tapis vert contre Bastia. C'est vrai que le match, là, on a l'impression qu'on l'a perdu en fait, comme on le débrief, mais voilà, on est un petit peu tous déçus par ce qui s'est passé une nouvelle fois contre les Bastiais avec ce score de 2 buts partout. Et comme j'ai dit dans l'intro, ils n'avaient pas marqué à l'extérieur, ils ont marqué 2 fois. Ils ont marqué un quart de leur but cette saison contre Saint-Etienne. Donc voilà, c'est assez fou de se dire ça quand même pour une équipe qui n'a marqué que 8 petits buts. On va passer au prochain match parce que oui, le championnat s'est terminé pour quelques temps. Ça va reprendre ensuite, bien évidemment, en 2026 contre Le Mans. Il me semble que c'est la première affiche de 2026. Mais il y a la Coupe de France. On affronte un club qui est en crise, l'OGC Nice, qui a encore perdu ce week-end, même si c'était pas leur pire match. Mais c'était contre le leader Lens. Ils se sont inclinés 2-0. C'est une équipe qui n'y arrive plus du tout, que ce soit donc en Coupe d'Europe où ils n'ont pas gagné un match, ils ont même tout perdu en championnat, donc ils sont à 9 défaites au total d'affilée si on cumule tout. Comment toi Valentin tu abordes ce 32e de finale de la Coupe de France? Est-ce que voilà, il faut se dire que cette compétition il faut la jouer à fond face à un adversaire qui est vraiment au fond du trou? Est-ce que vous la sentez venir? Est-ce que vous la sentez venir? La victoire de l'OGC Nice qui relance le club, qui remet un peu du baume au cœur à tous les supporters niçois et aux joueurs face à la SSE. Moi, dans notre malheur déjà de tomber face à un club de Ligue 1 en Coupe de France, fallait forcément que ce soit face à un club en crise qui, en plus, a pour habitude de nous étriller à domicile parce que personnellement, j'ai encore des traumatismes de ce qui s'est passé il y a un an. Je le répète, 8-0 au cas où certains l'avaient Je oublié. crois que personne l'a Euh, oublié. non, c'est vrai qu'on peut pas le. On essaie d'oublier, mais il y a des espèces de PTSD. Non, ça revient dès qu'on évoque un peu le Sud. Non, non, blague à part, sans parler de dynamique niçoise. Moi, franchement, j'aimerais un gros match. J'aimerais un gros match parce que c'est une équipe de Ligue 1, parce que on a gardé beaucoup de joueurs qui étaient là, si ce n'est 90% des joueurs qui étaient là en Ligue 1. Donc des joueurs capables d'avoir une adversité dite de l'élite. Donc j'en attends beaucoup. Si on perd, c'est pas grave, tout dépend de la manière. Forcément, si c'est 8-0 encore, bon, je préfère même pas y penser. Mais j'en attends beaucoup parce que, mine de rien, la Coupe de France, c'est une belle bulle d'oxygène. Ça a été vachement cool face au Des club côtés moi, ligérien. ouais. J'ai oublié totalement le nom, pardon. Et la Coupe de France, c'est toujours une bulle d'oxygène quand ça se passe bien. Et puis, ça fait longtemps que la SSE n'a pas fait un vrai parcours en Coupe de France, depuis la finale face au PSG, je crois. Donc j'en attends beaucoup. Je pense que c'est aussi le moment pour certains joueurs de se réveiller. Cardona a beaucoup d'affection pour ce genre de match. J'attends de lui qu'il finisse l'année en beauté. Voilà, je veux revoir Ben Hall, j'aimerais bien revoir El Jamali. Voilà, j'aimerais bien une belle dernière pour l'année 2025. Donc, comment faut l'aborder? Il faut l'aborder comme une équipe qui a faim, comme un match de championnat et qui va pas se laisser dominer par une équipe de Ligue 1, quoi. Ouais, ça peut être une compétition importante pour les Saint-Etienne cette saison. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été loin en Coupe de France et on se souvient aussi des dernières saisons, ces éliminations à répétition, notamment contre
Rodez, contre Marseille l'année dernière, mais bon, c'était pas notre bonne période non plus, même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu de bonne période. À Geoffroy Guichard, on s'était fait aussi totalement manger. Face à Nice, est-ce que c'est le meilleur adversaire à affronter actuellement, Pierre? C'est bien de prendre une équipe de Ligue 1 aussi. Ouais, ça permet de se jauger, de voir un petit peu, vu qu'on vise la Ligue 1, ça permet de voir ce qu'on vaut face à une Ligue 1. À noter qu'on aura quand même pas mal d'absents. On a quand même pas mal de mecs qui sont blessés, des mecs qui sont en fin de course, on en a parlé, comme Tardieu. Donc moi, forcément, je souhaite un bon match de notre équipe. Mais je me dis d'un autre côté qu'on a déjà du mal avec le seul championnat. Donc si on continue en janvier, qu'il faut enchaîner les matchs tous les 3 jours, bon, avec cet effectif, bon, encore une fois, je dis pas que je veux qu'on perde, hein, c'est pas du tout mes propos, mais je me dis qu'on a du mal à, voilà, physiquement, on a déjà du mal avec seulement le championnat. Euh, donc ouais, je sais pas trop quoi attendre de ce match. Essayer de se faire plaisir, essayer de ne pas être ridicule face à une Ligue 1 qui est effectivement en crise et qui aura plein de joueurs à la canne, qui aura des joueurs suspendus. Euh, voilà. Donc, nous faire plaisir, nous faire passer un bon dimanche après-midi et, et éviter l'humiliation pardon, de l'année dernière si possible. Ouais, ce serait pas mal de l'éviter, cette humiliation. Rapidement, pour conclure, avant d'annoncer votre composition, Gabriel, dans le chat, qu'est-ce qu'en pensent les auditeurs de cette rencontre face à Nice qui arrive? Bah, c'est peut-être la culture de l'instant par rapport aux deux derniers matchs de Saint-Étienne, mais il y a beaucoup de négativité. On a personne qui voit Saint-Étienne gagner, pour être clair. On a Elches qui nous dit les clubs en crise, pour arrêter leur crise, il n'y a rien de tel qu'un match contre les Verts. C'est partagé par Pascal qui nous dit pour un club en crise, l'idéal c'est de jouer les SSE pour se relancer. Franz qui nous dit Nice va nous battre. Célo Blaise qui nous dit je vois mal les Verts gagner à Nice. Gaël Vallet qui nous dit on est charitable à Saint-Étienne, on va les relancer, c'est sûr, on le connaît trop notre club. Et on a Joss qui nous dit, pour un petit peu plus sur le côté technique, qui nous dit il nous dit tout d'abord, de toute manière, pas grand-chose à secouer de la coupe on ne la gagnera pas. Et il nous dit surtout sur le côté technique, pour lui, on est à des années-lumière de la Ligue 1 en termes d'intensité. Et même de Nice qui reste pourtant sur 9 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. On a SSE 7100 qui n'attend rien non plus de ce match, qui sent qu'on va se ridiculiser. Bon, espérons que non quand même. Et par rapport, juste avant qu'on passe à la compo, on a Gaël qui nous dit, Gaël Vallet qui nous dit, je mets une pièce sur Stassin qui va faire un gros match. C'est papa qui lui a dit de se montrer contre une Ligue 1. C'est vrai que Lucas Tassin est miraculeusement revenu avant de jouer contre Nice alors qu'il devait revenir qu'en janvier. Donc on verra comment ça se passe dimanche. Mais voilà ce qui se dit en tout cas sur YouTube et Twitch. Ça marche, merci Gab. On va passer C'est pas donc mal celle-là. à la composition. On est rentré dans le temps additionnel de cette émission. Rapidement, est-ce que Valentin, toi tu mettrais par exemple Stassin dans ta composition? Qu'est-ce que tu verrais comme 11 de départ? Bah, quitte à le vendre au mercato, autant que sa valeur grimpe un petit peu avec un ou deux petits buts face à Nice, hein, si on part dans cette optique-là, très clairement. Non, non, bah, comme j'ai dit, moi, en fait, moi, j'ai envie de voir un vrai match de football. J'ai envie qu'on batte Nice. J'ai pas envie que ce soit uniquement un match de gala, une réminiscence de la Ligue 1. J'ai envie qu'on mette le 11 titulaire, ou du moins le 11 le plus qualitatif possible, avec, voilà, bon, malheureusement, les blessures, etc., c'est délicat, mais j'ai envie qu'on aborde ce match comme un match de championnat. Donc, je veux voir des Cardona, des David Telgili, des Stassin, tout ça, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui, J'ai pas oui, la oui. compo exacte, mais je veux voir les mecs qu'on a l'habitude de voir chaque week-end sur les pelouses de Ligue 2. Et est-ce que, Valentin, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que on a noté la belle rentrée de El Jamali? Est-ce que tu lui donnerais sa chance en tant que titulaire ou tu le garderais en super sub, par exemple? Oui, par contre, j'aimerais bien voir El Jamali parce que, bon, alors, j'ai valorisé le fait d'affronter une Ligue 1, mais ça reste un match de Coupe de France. Et la Coupe de France, c'est aussi une alternative pour les joueurs qui ont moins de temps de jeu. En l'occurrence, El Jamali a moins de temps de jeu, mais c'est aussi un joueur qui impressionne
durant le peu de minutes qu'il a. Donc en fait, il est dans cette espèce d'entre-deux. Donc c'est clairement un match pour lui. C'est clairement un match pour lui. Il mérite pas moins sa place que certains, je dirais pas de nom, mais il la mérite. Pourquoi pas faire souffler un petit peu Miladinovic, qui joue énormément cette saison. Tardieu, voilà. Je sais pas si Mouefek sera absent, on est d'accord, hein. Il ne revient Ouais, qu'en janvier. Normalement, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, bousculer un des deux, ça ferait pas de mal et ce serait top pour un joueur comme El Jamali qui le mérite amplement. J'irais même à dire que Gadek Bekou, pardon, oula, pardon, excusez-moi, j'ai un peu écorché son nom, pourrait aussi le mériter, finir l'année avec un peu de temps de jeu, mais en tout cas pour El Jamali, ouais, j'aimerais qu'il débute. Après pour le reste, non, les mêmes avec Tassin peut-être titulaire si on prend le match d'un point de vue financier. Et toi, Pierre, du coup? ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. On peut pas faire, de toute façon, on peut pas faire tourner, hein. On n'a pas la qualité d'effectif pour faire tourner face à une Ligue 1, donc forcément, on va se retrouver avec la même défense. Peut-être, si c'est une sanction pour Nadé qui est sorti à la mi-temps, peut-être que Pedro sera titularisé. Et ouais, au milieu de terrain, comme le disait Valentin, un peu de sang neuf. Ça peut être sympa avec un des deux petits jeunes là, El Jamali ou Gadek Bekou. Et devant, ouais, je pense qu'on aura le trio, peut-être Boakier. Sinon, on aura le trio Davitashvili, Tassin, Cardona. Ok, très bien. Donc le gros 11 côté stéphanois. On arrive à la toute fin de cette émission. On va passer à l'instant pronostic. Donc je rappelle, il faut donner votre pronostic. Et si vous voyez des buteurs, eh ben, vous donnez le nom des buteurs stéphanois. Valentin, quel est ton prono pour ce match? 8-0 pour Nice. Ah. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je m'y attendais pas. Je rigole. 6-0 à la mi-temps. Oh, putain. Bon là, bon, j'éteins la télé, là, bon, j'arrête tout. Je me réveille pas avant 2026. Non, pronostic. Ah, c'est dur parce que vraiment Nice c'est affligeant et Saint-Étienne c'est pas folichon. Donc ça va être un peu une bataille d'infirmes. Mm. Allez, soyons fous. Victor au tir au but de Saint-Étienne après un petit, je sais pas, un petit un partout. Allez, Victor au tir au but de Saint-Étienne. Ok. Toi, Pierre? 2-1 pour Nice. Ah, ouais. Bon, une défaite pour les Verts. Bon, on est toujours trop optimiste, donc j'espère que tu t'es trompé du coup. Même si J'espère aussi. c'est le plus probable malheureusement. Ouais, Gabriel? non, c'est pas ce que je souhaite, mais voilà, mon Ouais, bah prono, oui. je pense pas qu'on sera ridicule, mais je pense que ça suffira pas. Oui. Et puis il faut pas oublier que c'est Nice, la Ligue 1 et nous la Ligue 2. Cette fois-ci, on part pas du tout favori dans ce match. Gabriel? Euh, Moi, j'aurais préféré qu'on ne joue pas à huis clos ce match parce que du coup, Nice va pas être charrié par ses supporters. Et en plus, de ce Mhm. que j'ai vu contre Lens, ils étaient un petit peu mieux, même s'ils ont encore perdu, mais il y avait des séquences un petit peu plus positives. Donc, malheureusement, je ne vois pas gagner en match sec. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au péno, mais ça m'étonnerait. Donc, je vois un 3-1 pour Nice, malheureusement. Et un but pour Saint-Étienne, un but de Lucas Tassin. Tiens, ça fera plaisir à son père contre une Ligue 1. Ok, bah moi je m'attends à un match avec plein de buts, hein, parce que voilà, on sait qu'on en encaisse beaucoup et qu'il faut qu'on en marque beaucoup. Donc je vois un 2-2 entre les deux équipes et puis une défaite aussi, mais au tir au but entre les deux équipes. Voilà, merci à vous trois les gars pour cette émission. Merci à vous d'avoir été très nombreux ce soir et à débattre également dans le chat. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre de Coupe de France. Il y aura l'avant-match aussi cette semaine sur la chaîne Peuple Vert. Donc pas mal de contenu. N'oubliez pas de liker, hein, de vous abonner. Et puis à très vite. Et bien sûr, allez les Verts. Tout le monde, Salut. bonne soirée. Ciao, bonne soirée.